François Ier, c'était un sacré personnage. Il avait lui aussi un charisme fou, même s'il ne devait pas être totalement facile à vivre au quotidien. Oui, peut-être. C'est vraiment un personnage flamboyant que François Ier. C'est quelqu'un avec une conversation très brillante aussi, qui a fait des études un petit peu moyennes, mais qui a beaucoup lu, qui s'intéresse à tout, qui a des remarques très drôles parfois. Il a vraiment un sens de l'humour et il a l'art et la manière de parler aux ambassadeurs, par exemple, qu'il met dans sa poche régulièrement après les avoir promenés sur les routes pendant des semaines et des semaines. Les ambassadeurs sont furieux, il les accueille. Le roi m'a dit ceci, le roi m'a dit cela, et voilà. Ils Alors sont c'est un grand séducteur, mais il n'a pas forcément un sens politique très pointu. Non, je veux pas. La tête politique de son temps, c'est Charles Quint, certainement. Et François Ier, parce qu'il a commis des erreurs qui ont coûté cher, qui lui ont coûté cher et qui ont coûté cher au royaume. Pavie étant la plus énorme, mais il y en a eu d'autres, effectivement. Ça coûte très cher au royaume d'être emprisonné, et ça a été très difficile pour lui à vivre. Et François Ier, que l'hérédité ne prédisposait pas à devenir roi de France, va pourtant s'imposer comme l'un des souverains les plus puissants et les plus admirés d'Europe. Ce goût pour les arts, cette érudition, il les doit en grande partie à sa maman, Louise de Savoie, sa mère, qui a joué un rôle très important. Oui, qui était toute jeune. Elle avait 19 ans quand son mari est mort, et elle a élevé, parce qu'elle a voulu l'élever tout seul. Et c'est une personne tout à fait remarquable et tout à fait redoutable, il faut bien dire, et qui a su entourer le jeune François Ier en Amboise des meilleurs précepteurs. Sa sœur était peut-être meilleure élève que lui, mais en tout cas... Elle a toujours cru en lui. Elle a toujours cru en lui, et c'est elle qui a commencé à construire cette image qui ensuite est devenue légende, parce que François Ier lui-même l'a très bien développée, mais au départ c'est sa mère qui a construit l'image de François Ier. Alors ce fils lié est aussi un roi bâtisseur dans la vallée de la Loire. Il va transformer les châteaux et réaliser son rêve de pierre, Chambord. Ses résidences royales sont d'ailleurs représentées ici à Fontainebleau, dans la galerie des Serres, une galerie dédiée à la chasse, le principal loisir des cours européennes. Les peintures murales réalisées à l'époque d'Henri IV montrent les châteaux où les souverains aimaient chasser le grand gibier. La chasse à courre aux cerfs et aux sangliers était à l'époque particulièrement prisée. François Ier, par exemple, exerça son droit régalien pour faire de la chasse son domaine réservé. Les braconniers risquaient même la peine de mort. Alors ces châteaux, comme ceux de Chambord, de Blois ou d'Amboise que l'on vient de voir, étaient capables d'accueillir sur leur domaine une cour toujours plus imposante qui accompagnait le roi au gré des parties de chasse et des fêtes. C'était une véritable ville composée de plus de 10 000 personnes qui se déplaçaient alors sur les routes chaotiques. Il a à peine 5 ans quand il arrive au château avec sa mère, Louise de Savoie, et sa sœur, Marguerite d'Angoulême. Malgré son jeune âge, il est déjà plein de hardiesse. Eh ben, le petit François, il joue à la balle, il joue au ballon, il joue aux fléchettes, il fait de l'équitation, il monte des chevaux quelquefois emballés, même très jeunes, et on le retrouve sain et sauf, alors qu'on se dit comment est-ce qu'il a pu réussir. Et puis il vit aussi avec toute une bande de compagnons, et notamment Anne de Montmorency, le futur connétable. François Ier n'a pas construit ce château, mais en 1515, lorsqu'il accède au pouvoir, il y ajoute sa touche personnelle, c'est l'aile François Ier. L'architecture est nouvelle. Pour mieux la comprendre, Jean-Pierre Bablon nous conduit sous les combles, un lieu fermé au public. François Ier, d'abord, il va décider d'augmenter le volume du château du roi. Donc on voit la façade plus bas qui est celle de Charles VIII, qui est toute nue, n'est-ce pas, si on peut dire, avec simplement les ouvertures. Et puis au-dessus, au contraire, tout l'ordonnancement avec des pilastres plats, entre, encore une fois, une corniche horizontale et puis cet appui de fenêtre horizontal aussi continu, couronné par des grandes lucarnes avec des demi-colonnes. Un raffinement en rupture avec l'architecture défensive du Moyen-Âge. Au début de son règne, en 1515, François Ier vient souvent ici. Il fait d'Amboise sa principale résidence royale. Sûr de son personnage, il profite de la moindre occasion pour montrer sa bravoure. On a lâché un sanglier de 4 ans dans une cour du château et on pensait qu'il se contenterait de déchiqueter des mannequins en paille. Et puis, aux surprises,
Le sanglier a monté un des escaliers qui allait jusqu'aux appartements du roi et de la reine au premier étage. Et à ce moment-là, François Ier a tiré son épée, il s'est avancé vers le sanglier, il l'a transpercé de part en part. Quelques jours plus tard, François Ier part pour Marignan en Italie. Il bat une armée suisse à la solde de princes italiens. C'est le premier acte qui le rend célèbre. C'est là qu'il rencontre Léonard de Vinci. Il le convainc de venir en France. 500 ans plus tard, le maître italien est toujours au château. Très important, très émouvant pour nous tous, c'est le tombeau de Léonard de Vinci. Léonard était donc installé à Amboise, il était l'hôte du roi François Ier, il a demandé à être enterré à Amboise et ses restes sont maintenant sous cette dalle dans la chapelle Saint-Hubert du château. Et c'est l'objet d'un culte un petit peu ici? Eh bien les Italiens sont très heureux, entre autres, de venir voir le tombeau de Léonard et certains d'entre eux descendent en ville pour chercher des fleurs et les déposer sur sa tombe. Nous partons sur la Loire, un fleuve comme un trait d'union entre les résidences royales.